l'enfant. Et donc, je vais modérer ce webinaire aujourd'hui avec Theresia du Kenya qui est là. Oui, bonjour. Theresia, est-ce que vous pourriez dire quelque chose? Euh, Nous, on a déjà eu les règles de ce webinaire, donc je vous donne la parole directement. Merci, Vélina. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Theresia. Je suis du Kenya et je suis membre de l'équipe consultative des jeunes depuis plusieurs années. Ça a été vraiment un parcours excellent de travailler avec d'autres membres et c'est vraiment très agréable d'être ici. Je, je travaille dans une organisation qui s'appelle Stanley Foundation au Kenya. Nous travaillons avec des jeunes enfants et des jeunes adultes qui sont dans le système de protection. Je suis passionnée de ce sujet et on parle de ce grand sujet. Je suis heureuse d'être ici et d'avoir cette opportunité de partager les expériences et d'entendre les expériences. Ça a été vraiment une grande aventure, je peux le dire. Et c'est intéressant d'entendre parler tout le monde ici du monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teresa. Nous sommes aussi très heureux de t'avoir avec nous et avec d'autres jeunes qui sont ici dans ce webinaire. Et donc, c'est différent pour nous tous, mais je vais donc rappeler les sujets du groupe de travail numéro 5. Il s'agit en fait de transformer le système vers une famille et des soins orientés famille et communauté. Et je vais vous dire ce dont on va parler essentiellement. Donc, dans ce groupe de travail, premier sujet, comment est-ce que l'on peut mieux rediriger, transformer le système de bien-être des enfants vers des solutions communauté et famille. Ensuite, quelles sont les leçons apprises sur ce qui est de rediriger les ressources financières et humaines et qu'est-ce qui doit être fait pour renforcer le système réglementaire et notamment donc en termes de données de suivi et de protection. Et ensuite, comment faire face aux barrières ou aux stimulations comme les financements privés, le volontariat, les croyances et les attitudes. Ensuite, nous allons parler aussi des exemples positifs des transitions de services et de systèmes. Et on veut savoir aussi où est-ce que nous butons et comment pouvons-nous faire face à ces défis. Et dernièrement, dernier point, qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour pouvoir atteindre cela? Nous demandons à tous ceux qui ont les micros ouverts de les éteindre. Merci donc d'être dans ce groupe de travail très important et je vous invite donc à écouter nos jeunes orateurs. Ensuite, on aura une discussion et j'aimerais ramener l'attention sur vraiment le temps que chacun doit garder. Et donc, ici, nous allons écouter trois jeunes collègues et ils ont des points communs. Ce sont des jeunes qui sortent des placements. Ils ont donc des expériences du système de protection et ils sont devenus des grands défenseurs des droits des enfants dans le système de protection. J'aimerais donc donner maintenant la parole à Rahab qui vient du Kenya et qui a l'expérience du système de protection et qui est devenu travailleur social et défenseur ou défenseuse des droits des enfants pour ceux qui sortent des placements. Ah, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Et merci beaucoup d'être ici. Vous avez la parole, tu as la parole et faites attention au temps. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Merci CDE des Nations Unies pour me donner cette opportunité. Je suis reconnaissante de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je suis ici pour représenter mes frères et sœurs en partageant nos recommandations, nos opinions sur comment transformer les soins et la protection orientés famille et communauté. Je ne connais pas ma famille, je ne sais pas d'où je viens, j'ai des problèmes identitaires et donc, eh bien, toute aide des travailleurs sociaux pour pouvoir pister ma famille a été importante. J'ai dû passer toute mon enfance dans un orphelinat et je pense qu'il y a un besoin d'intervention précoce pour faire des évaluations de risques et de services sociaux pour aider à ce que les enfants restent avec leur famille et pour éviter des institutionnalisations non nécessaires des enfants, bien que les gouvernements fassent des choses sur ces institutions, c'est bien. Je suis quand même aussi triste pour ces histoires d'enfants qui rencontraient leur famille pour la première fois au bout de tant d'années et qui ne ressentent aucun lien de connexion et cela va rester avec eux toute leur vie. Donc, j'aimerais demander à toutes les personnes qui créent les transitions de faire très attention et d'être empathiques et d'avoir des transitions fluides. Sinon, on risque de traumatiser les enfants étant donné que les gouvernements poussent à fermer les orphelinats, les institutions, beaucoup d'enfants et de jeunes avec handicap sont toujours invisibles et oubliés. La réalité est la suivante. Étant donné leur handicap, parfois pluriel, la plupart d'entre eux sont vus de manière négative et ils ont un avenir malheureux. Il manque de soutien du gouvernement, de la société et ceux qui leur donnent un accompagnement ont du mal à leur offrir tous les services à cause de budgets limités. Je demande au Comité des droits de l'enfance et au gouvernement de se pencher sur ce sujet, d'écouter les familles les enfants qui subissent ces circonstances pour mieux soutenir ces jeunes enfants handicapés et qui sortent de placement pour leur trouver de meilleurs appuis et de la meilleure protection de qualité. Je vous parle aujourd'hui comme une travailleuse sociale passionnée qui ne sait pas où elle vient. Les jeunes sortant de placement n'ont pas d'opportunité d'emploi ou de services sociaux pour pouvoir les réintégrer dans la communauté. Et donc, pour protéger les droits de l'enfant, je crois que le CDE et les Nations Unies et les autres qui m'écoutent aujourd'hui ont le pouvoir de faire une différence en finançant la formation des travailleurs sociaux ou des réseaux qui soutiennent les jeunes sortants pour pouvoir donner aux jeunes sortants de placement une vie significative pour sortir de la pauvreté, de l'exploitation et pour rentrer dans la société et non dans les institutions. Merci beaucoup, Rahab. Nous avons écouté, nous t'avons écouté et nous avons écouté ton opinion et les défis à venir. L'orateur suivant est Tupua Ulrich. Est-ce que cette personne est avec nous? Aussi une personne qui sort de placement
Il est devenu consultant et membre fondateur d'une organisation qui s'appelle Voice. Et donc, c'est sur la défense, le plaidoyer des enfants et pour connecter les organisations des enfants en Nouvelle-Zélande. Oui, très bien. Merci d'être ici avec nous. Vous avez la parole. Tu as la parole. Alors, très chaleureuse journée à vous tous. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier tous de cette opportunité de partager mes connaissances grâce à ces 12 années en système de protection de l'enfance et aussi ces 8 années de plaidoyer. Et donc, j'apprécie ce comité puissant qui fait de la voix des jeunes enfants et des jeunes adultes qui sont à l'heure actuelle sous la protection de l'enfance. Moi, je parle aussi en tant que sortant de ce système de protection, mais aussi père de 2 enfants. Il y a beaucoup de choses à faire dans le système de protection. Comment est-ce que l'on construit le système de bien-être des enfants vers des solutions famille et communauté? C'est une question énorme et importante à poser. Nous avons besoin de plus de collection de mots, on a besoin d'action. Et donc, ça veut dire il faut écouter avec son cœur, avec ses oreilles, avec ses yeux, avec tout son être. Il faut être ouvert. En Nouvelle-Zélande, nous avons des parents et des familles qui sont dans le besoin et qui ont peur de demander de l'aide puisque l'État est perçu comme une menace. Il y a cette croyance forte que si vous demandez de l'aide, la réponse étatique va être de vous retirer vos enfants. Le processus est devenu presque une réponse automatique de l'État. Et tristement, lorsqu'on regarde les causes de préoccupation pour les jeunes, vous allez trouver que tout est lié à des problèmes de pauvreté et de dysfonctionnement générationnel. Et pour moi, ça a été au cœur de mon histoire, ce préjudice intergénérationnel. Avant de pouvoir se transformer, on ne peut pas seulement comprendre comment, mais aussi pourquoi il y a un besoin de changer toute la posture aujourd'hui. Dans ce contexte, le besoin de changement, c'est juste cela. Aucun enfant ou jeune adulte n'appartient à l'État. L'État dessert les enfants et les jeunes Nouvelle-Zélande à chaque fois qu'ils retirent un enfant ou un jeune de leur famille et qu'ils manquent d'investir dans le soutien pour améliorer la situation de la famille, pour les aider à surmonter quelles que soient les barrières ou les obstacles qui empêchent la famille de fonctionner de manière saine et sécure. Où est-ce que je pense que l'on est bloqué? Eh bien, nous, en tant que nation, nous continuons à faire des changements cosmétiques à des systèmes qui sont défaillants. Alors, en Nouvelle-Zélande, l'État n'est pas seulement une agence réglementaire, mais c'est aussi celui qui fournit les services. Et donc, on ne peut pas continuer de cette manière lorsqu'on voit que dans la liste des agences, des organismes les moins confiants pour les gens, eh bien, il se trouve cette agence, euh, et notamment pour les jeunes et les enfants. Ils n'ont pas confiance en cette agence. Nous avons des responsabilités, nous avons cet appel à retourner les recours, les moyens vers les communautés, vers les groupes autochtones. Et cet appel a été là depuis longtemps et à la même
En même temps, l'État a essayé de réviser plusieurs fois son système. Voilà comment il faut réviser ce système. Il faut que les voix des jeunes soient au centre, au premier plan. La responsabilité des adultes, c'est de guider ces voix des enfants vers le changement. Ils doivent prendre cette responsabilité d'écoute et de personnification des mots de ces enfants et de ces jeunes. C'est comme ça qu'on obtiendra le changement. Et il y a beaucoup d'experts. Ce sont des enfants qui ont l'expertise. On ne va pas comprendre les besoins des changements qui doivent avoir lieu sans avoir ces enfants à la table. L'inclusion est extrêmement importante dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci, merveilleux. Point très important. Nous en parlerons aussi dans la plénière après. Donc, nous allons avoir maintenant Mateus Franca qui va nous parler, qui vient du Brésil et euh, il est très inquiété des inégalités sociales, notamment pour les jeunes, pour ceux qui vivent dans les institutions. Mateus a commencé à participer au réseau latino-américain des jeunes sortants de placement. Il a été aussi dans d'autres espaces pour des jeunes qui ont eu des expériences du système de protection. Maintenant, il est dans le collège d'administration et suit la voie d'autres jeunes pour la défense des droits des enfants. Mathéus, êtes-vous là? Es-tu là? Je voudrais te donner la parole pour nous parler en espérant que tu es là pour que l'on puisse entendre une autre voix de jeunes. Est-ce qu'on le voit? Je crois que nous avons un problème. Nous avons un petit problème. Je vais vous demander un peu de patience. Oui, très bien. Nous attendrons un peu. Okay. All right. So, Matthäus Très may bien. be able to. Alors, Mathéus nous contactera plus tard, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je vais passer à l'oratrice suivante. Et d'ailleurs, c'est maintenant le panel d'adultes professionnels qui va commencer et qui vont présenter leurs idées sur la transformation du système de protection. Donc, je suis très heureuse de donner la parole maintenant à Madame Rosemary Caillès. Merci, Madame la Présidente. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Il n'y aura pas de transformation du système vers du soin orienté famille et communauté pour les enfants avec handicap si les principes des droits humains et les normes des droits humains ne sont pas compris et mis en œuvre par les organismes étatiques. Le CRPD, c'est le traité qui s'applique donc en termes de droits de l'homme relatifs aux personnes vivant avec handicap, dont les enfants avec handicap. Handicap a depuis longtemps été une exception pour l'application des droits humains et
liberté. Ce refus et cette diminution des droits dus au handicap a souvent été perçu comme nécessaire et volontaire. Et à cause de cette perception, les personnes avec handicap sont réduites comme des objets de protection, de soins. Et une approche des droits humains exige une reconnaissance qu'un handicap est un des aspects de la diversité humaine et aucun être humain ne peut posséder tous le répertoire des capacités. Un handicap ne doit jamais être perçu comme une possible réduction des droits humains ou des libertés. C'est le cas pour les adultes comme pour les enfants avec handicap. Le CRPD, cette convention relative aux droits des personnes avec handicap, doit faciliter l'application de tous les autres droits de la Convention pour l'enfance. L'article 7 harmonise les normes légales de la Convention sur les droits des enfants avec cette Convention de personnes relatives aux personnes vivant avec handicap. Le CRPD réaffirme que tous les enfants avec handicap doivent pouvoir exercer et jouir de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales des enfants. Les normes des droits humains sont souvent diminuées par cette base du handicap dans certains États. Le Comité des droits de l'enfance et les comités des droits des personnes vivant avec handicap ont exprimé leurs préoccupations vers des organismes étatiques par rapport aux droits des enfants vivant avec handicap qui continuent à être placés dans des institutions. Nous voyons qu'il y a des programmes de désinstitutionnalisation qui doivent être mis en place pour que les enfants avec handicap puissent vivre dans leur famille ou dans un système de protection familiale et communautaire. Processus d'abandon d'institutionnalisation souvent été remplacé par des petites maisons d'accueil ou de petits villages. Convention des droits pour les personnes vivant avec handicap reconnaît que, quelle que soit la configuration ou la qualité des soins de ces maisons d'accueil, ne sont pas des substituts pour le droit à vivre dans les familles. Les institutions qui ressemblent à des familles sont toujours des institutions. Il y a des preuves qui démontrent le préjudice significatif et la violence et les abus et la négligence qui sont subis par les enfants au sein d'institutions, même au sein de plus petites institutions comme des maisons d'accueil. Nous avons besoin de reconnaître que les protections de remplacement pour les enfants dans les institutions, dont les petites institutions comme les maisons d'accueil, est important. C'est sinon un déni du droit à vivre en famille. C'est une discrimination. Transformer le système vers du soin orienté famille et communauté demande aux différentes parties prenantes étatiques de développer des stratégies d'abandon de placement en résidence, dont les petites institutions comme les maisons d'accueil. Et cela exige des mesures comme une redirection des efforts, des ressources, des financements pour soutenir les enfants et leurs familles, pour maintenir des environnements familiaux forts, pour fournir des soins, des protections familiales, comme par exemple les familles d'accueil ou le placement dans la parentalité ou dans la famille élargie, et pour assurer la disposition d'informations, de soutien et de programmes disponibles donc pour les enfants et avoir des stratégies pour lever les consciences pour les enfants vivant avec handicap.
et sur l'inclusion et la participation dans les vies des familles et de la communauté. Pour les enfants, le cœur de ce droit à la vie familiale comprend le droit à grandir dans une famille. Je vous remercie. Very much, Ms. Hayes. Thank you very Merci much. beaucoup, Madame Kayes. Nous avons entendu votre point et notre oratrice suivante est Madame Karine Hermansson du Conseil national de santé et de bien-être du ministère de la gestion des connaissances et des services sociaux en Suède. Désolée d'avoir mal prononcé votre nom. Vous avez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, vous avez parfaitement prononcé mon nom. Je voudrais tout d'abord vous remercier la présidence et vous remercier tous de cette opportunité de m'avoir invité à cette discussion générale sur un sujet très important. Et je voudrais également remercier tous ces jeunes courageux qui ont partagé leur témoignage avec nous. Et en fait, vous venez de le dire, c'est vos voix qui doivent être placées au centre de la discussion si on veut transformer le système de prise en charge alternative vers un système meilleur. Il est crucial d'écouter votre voix et de prendre compte de vos perspectives. Comme vous l'avez dit, je travaille au Conseil national de l'enfance en Suède. C'est une agence gouvernementale sous la houlette du ministère des Affaires extérieures en Suède et nous tentons d'améliorer la qualité des services sociaux et de prise en charge sanitaire aussi en analysant les statistiques et en analysant aussi les expériences des travailleurs sociaux dans les services sociaux. Et en fait, lors de cette discussion, j'ai choisi d'adresser la question de comment améliorer et transformer le système de prise en charge alternative vers un système basé sur la prise en charge communautaire et par la famille. Alors, l'une des tâches principales des services municipaux est de soutenir et de compléter les tâches des parents pour l'éducation des enfants et pour la protection des enfants. Les services sociaux devraient toujours intervenir pour résoudre la situation de façon que les enfants ne soient pas séparés de leur famille, à moins que cela ne soit nécessaire. Et les services sociaux évaluent toujours si l'on peut satisfaire les besoins des enfants dans le contexte de la famille. C'est-à-dire, il y a différents types de soutien basés sur la famille, le soutien parental, les conseils à la famille ou les conseils aux relations familiales et aussi le soutien à la maison. Et si c'est nécessaire que l'enfant soit placé en dehors de la famille pour une certaine période, eh bien cette période devrait être aussi limitée que possible et il faudrait toujours se centrer sur l'éventuelle réunification d'enfants avec sa famille. Et les familles d'accueil doivent toujours être établi de façon à permettre le contact de l'enfant avec la famille, avec sa famille d'origine. Et il faut donner donc ce soutien avant la réunification de l'enfant avec sa famille. Le placement de l'enfant en dehors de sa famille ne devrait pas trop se prolonger. Et dès que l'objectif de l'accueil de l'enfant par une autre famille est atteint, eh bien, il faut prévoir la réunification de l'enfant avec sa famille, toujours dans des conditions de sécurité. Les services sociaux vont contrôler, vont suivre tous les 6 mois la situation de la famille et évaluer les besoins des enfants. Pour les enfants qui sont placés en dehors de leur famille à cause de déficiences au niveau parental, eh bien, les services sociaux en Suède tentent toujours de trouver une famille d'accueil
au lieu de trouver une institution. C'est-à-dire que la prise en charge par les institutions, c'est surtout pour les personnes de plus de 15 ans qui ont besoin de traitement à cause, par exemple, de l'usage de drogue ou de problèmes de comportement. On voit que 20 000 enfants et jeunes reçoivent des prises en charge alternatives et 75% de ces prises en charge étaient par des familles d'accueil. Quand un enfant passe à une famille d'accueil, les services sociaux vont évaluer s'il est possible de placer l'enfant chez des membres de la famille. On recherche dans le réseau familial de l'enfant s'il y a des possibilités d'accueil. Et s'il n'y a pas de telles possibilités, eh bien, on évalue et on approuve des familles d'accueil au sein de la même commune, de la même municipalité, et l'intérêt de l'enfant est toujours considéré comme prioritaire. Il est également indiqué que les enfants qui sont placés en dehors de leur famille ne perdent pas le contact avec leurs parents. Et voilà, le but est toujours de garder le contact avec les parents, même au cours de ce placement en dehors de la famille. Et lorsque, des fois, il y a bien sûr des cas où ces enfants ont des frères ou des sœurs qui doivent également être placés en dehors de la famille. Alors, dans ces cas-là, les services sociaux tentent de placer les frères et sœurs ensemble. Et si cela n'est pas possible, eh bien, on tente de faire que les familles d'accueil pour ces enfants, eh bien, on tente de maintenir le contact autant que possible entre les frères et sœurs. Comme je l'ai dit, la règle qui prévaut, c'est la réunification, c'est-à-dire c'est ce que l'on cible. Ce qu'il y a, c'est que des fois, la réunification ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant, on n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant, spécialement quand on recherche un environnement sûr et stable pour l'enfant. Les services sociaux vont évaluer la situation tous les 6 mois et après 3 ans, il y a également une évaluation pour voir si l'enfant peut ou ne peut pas rentrer chez lui. Et alors, on considère si la famille d'accueil doit devenir donc la famille, disons, légale, de tutelle légale de l'enfant. Nous avons également produit beaucoup de soutien pour les familles d'accueil et pour améliorer la communication avec les enfants que l'on accueille, pour améliorer aussi la communication de l'enfant envers la famille d'origine et pour maintenir des soins et des prises en charge sûres pour ces enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation de la politique en Suède par rapport à la prise en charge par la communauté, la transformation de cette prise en charge. Je vais vérifier si notre jeune collègue Matthäus se trouve dans la salle. Donc, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on le voit? Matthäus, êtes-vous ici? Eh bien, nous allons attendre et je passerai maintenant la parole avec plaisir à Madame Mary Burton, qui est défenseuse des familles de soutien de Manitoba et Cree au Canada. Madame Burton, vous avez la parole. Merci, bonjour. Vous avez la parole. Eh bien, je suis ici pour vous parler d'un changement de système et du plaidoyer des parents. Excusez-moi, parce que, voilà, je me présente, j'ai tort. Je suis Red Sky Woman et mon nom anglais est Mary Burton et je viens d'un clan et je vais vous parler d'un système de plaidoyer. Je suis survivante du système de placement résidentiel, c'est-à-dire je suis l'enfant des survivants et en fait dans cette situation et j'ai 3 enfants et
J'ai vécu sous les services sociaux depuis mon enfance et maintenant, cela fait 30 ans que je fais du plaidoyer. Je suis cofondatrice d'un groupe dans ce sens et nous aidons les familles à naviguer dans le système de bien-être des enfants, de prise en charge et nous tentons d'évaluer les besoins des enfants. J'éduque les familles par rapport à la législation et la réglementation. Par exemple, aussi par rapport à l'habitat. Le plaidoyer auprès des parents aide les familles. Les parents apprennent à naviguer dans le système et à accéder à des ressources. Le plaidoyer auprès des parents aide les parents à être autonomes. Cela aide les familles et nous avons différentes réunions organisées et des cercles où nous avons des intervenants qui parlent de différents sujets, du bien-être des enfants, des soins des enfants et nous lisons les valeurs avant toutes les réunions afin de les évoquer et de montrer comment nous voulons travailler ensemble avec les familles. C'est quelque chose vraiment qui nous montre que nous sommes responsables de ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous sommes un cercle de soutien pour les valeurs des familles et nous prenons compte et nous prenons soin du cœur, de l'esprit. Nous pensons que c'est de notre responsabilité de prendre soin de tous les enfants à tout moment et nous encourageons toutes les personnes à partager ces valeurs avec nous. Nous accueillons différentes approches et différents styles. Nous ne voulons pas miner un style par-dessus l'autre, mais nous voulons écouter toutes les préoccupations des personnes desquelles on s'occupe. Le plaidoyer des parents soutient les droits des enfants et cela aide aussi les parents à comprendre les droits de leurs enfants. Ça aide aussi les enfants à mieux gérer leur rapport avec les parents et se sentir aimés et à surmonter aussi les défis dans le meilleur intérêt des enfants. Nous présentons un modèle pour les enfants. Quand les enfants se sentent aimés, ils sont plus heureux et ils se sentent autonomes. Et en même temps, les parents reçoivent ce soutien et ce soutien reçoit le nom de plaidoyer auprès des parents afin d'avoir aussi le sens de la communauté et de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose d'important. Quand les enfants sont déplacés ou séparés, eh bien, on leur enlève leur identité. Le plaidoyer des parents nous aide à faire apprendre aux parents à naviguer dans le système. Les parents apprennent à accéder à des ressources qui sont nécessaires lorsque celles-ci sont nécessaires. Les parents sont éduqués par rapport à la législation de prise en charge des enfants et à faire le plaidoyer eux-mêmes quand c'est nécessaire. Les travailleurs sociaux, enfin, ce n'est pas un système valable partout. Des fois, c'est un système colonisé. C'est un système qui a été créé pour maintenir les enfants et les familles séparées et cela doit changer. Le système de protection des enfants doit changer. Et il y a beaucoup d'enfants mineurs et sous l'âge de 14 ans qui sont en famille d'accueil et souvent ils viennent de minorités ethniques. À Manitoba, ces chiffres sont encore plus importants. 90% des enfants des familles d'accueil sont indigènes et en fait, les indigènes sont 2 fois plus susceptibles de terminer en famille d'accueil que les non-indigènes. Et ces chiffres sont énormes et il faut changer cette proportion et cette discrimination par rapport aux enfants des couleurs. À Winnipeg, 50% des personnes qui sont en famille d'accueil ont été en famille d'accueil au moins une fois et 60% des enfants à Manitoba étaient aussi impliqués dans d'autres systèmes de placement. Et à Manitoba, il y a une étude qui nous montre que les enfants avec des expériences de soutien et de famille d'accueil ont 2 fois plus de probabilités de tentatives de suicide, d'usage de drogue
et de subir d'autres conséquences négatives. Et les enfants dans ce système sont donc plus susceptibles d'utiliser des substances. Il y a une étude à Vancouver qui a montré aussi que l'usage de substances se produit 100 fois plus de fois chez les enfants qui sont en famille d'accueil ou dans ce système qu'en dehors de ce système. Il faut promouvoir les droits des enfants et protéger l'héritage des enfants, leur identité, leur biologie. Et les familles ne peuvent pas être remplacées. Quand un enfant est séparé de la famille, on ne répare pas un problème, on fuit le problème et on crée de ce fait un autre problème important. Il faut cesser de voir les parents comme le problème. Ils font partie de la solution. Les enfants veulent leurs parents, aiment leurs parents et les parents veulent voir ce dont les enfants ont besoin. Il faut par conséquent faire valoir leur voix et inclure leur voix dans la conversation. Et une façon de faire cela est de booster le plaidoyer auprès des parents. On suggère que les soignants avec les familles qui sont accompagnées par ces soignants peuvent mieux réussir leur but. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment de faire valoir tous ces points de façon excellente. Et encore une fois, je vais tenter de passer la parole à notre jeune collègue, à Matthäus. Matthäus, êtes-vous ici? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Madame la traductrice. Oui, oui, vous avez la traduction. Vous avez la traduction. Vous pouvez vous exprimer en portugais. Il n'y a pas de problème. Oui, il fallait qu'il y ait un traducteur à côté de Matthäus, mais sa connexion n'est pas stable. Et en fait, est-ce que quelqu'un peut l'aider pour la traduction vers le portugais? Oui, malheureusement, nous recherchons encore l'interprète pour aider Matthäus. Il paraît que l'interprète n'aurait pas une connexion stable. Alors, dans ce cas-là, nous allons passer à la présentation suivante et on reviendra vers vous. Nous allons attendre, patienter quelques instants et on reviendra vers vous. Alors, l'intervention suivante sera faite par Linda Reynolds, qui est au sein du ministère des services gouvernementaux et du ministère du schéma d'assurance pour l'incapacité nationale de l'Australie. Madame, vous avez la parole. Elle arrive. Oui, peut-être que la connexion ne marche pas trop bien. Oui, hier, les connexions étaient meilleures. Je ne sais pas ce qui se passe. Madame la ministre Reynolds, êtes-vous ici? D'accord. Bonjour. Bonjour, je vais prendre la parole. Très bien, Matthäus. Allô? Bonjour. Je suis Matthäus. J'ai 21 ans. Je viens du Brésil. Et je vais vous parler de mon expérience auprès des services sociaux au Brésil.
Eh bien, nous n'entendons pas la traduction. Com quem a gente ia ter de apoio, quais ajudas a gente ia poder ter, né? Quais seriam os nossos direitos aqui no Brasil e que nos protegesse e que nos ajudasse na nossa jornada da maioridade. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura de achar que pai e mãe são as nossas únicas famílias, mas não. Nós temos irmãos, irmãs, nós temos tios, avós, que também fazem parte da nossa família. E quando nós crescemos sem essa nossa família e completamos nossa maioridade, vamos morar sozinhos, isso bate, nós sentimos essa falta. Nós sentimos a falta da nossa família. E por isso... Nous nous excusons, nous ne pouvons pas fournir la traduction, malheureusement. Nós jovens não temos algo que garanta, né, a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, né, para quando nós completarmos 18 anos. Nós aqui no Brasil temos um programa chamado PIA, né, que é o Plano Individual do Acolhido, né, que trabalha essa parte da autonomia do jovem na saída do abrigo. Coisa que não é utilizada, e o pouco que é utilizado não é utilizado direito, fazendo com que muitos jovens saiam do abrigo sem uma base, né, para que eles possam se manter. Nós, no Brasil, nós queremos uma lei que nos garanta moradia, que nos garanta emprego, estabilidade financeira, estabilidade emocional. No Brasil, nós temos as repúblicas jovens, né, que são para jovens que saem do abrigo e completam a maioridade e vão para essas repúblicas. Mas, mesmo assim, a demanda é muito pequena, no caso. Nós não temos república suficiente para tantos jovens. É uma coisa que eu tive e é um privilégio eu ter, né? E poucos os jovens hoje em dia têm, são padrinhos, né? Que é um programa feito pelo Instituto Fazendo História, né? Que fazem serviço de apadrinhamento. Pessoas que apadrinham crianças, né, para que elas sejam parte da sua família. Só que isso é uma coisa pouco acessível, tem poucos padrinhos para muitos afiliados. E eu acho que uma coisa que tem que ser revista no Brasil é o plano dos jovens para dentro dos abrigos, a questão de trabalho na autonomia dentro do abrigo, questão de pensar no futuro, moradia. Muitos jovens, quando eu conversava com eles, e ex-acolhidos, no caso, tinham muito problema sobre dinheiro e trabalho, né? Nós não tínhamos garantias disso. Mateus, 1 minute. Sim. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos direitos que nos ajudem, né, para a vida. As pessoas falam aqui no Brasil que o jovem é o futuro do Brasil. Mas que Brasil é esse que não garante futuro para os jovens, né? Não adianta nós termos o futuro do Brasil e o Brasil não garantir o mínimo que é o futuro para nós. E fora Bolsonaro. Thank you very much. Thank you very much. I'm very sorry to all the group. Merci beaucoup. En fait, et je m'excuse auprès des participants, malheureusement, nous n'avons pas pu recevoir de traduction de cette intervention. Oui, des fois, eh bien, cela, c'est le cas et ça se passe ainsi. Je m'excuse aussi par rapport à Madame Reynolds de cette situation et de cette attente. Madame Reynolds, ministre de l'Australie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de me joindre à cette conversation aujourd'hui.
Et je voudrais aussi, eh bien, reconnaître les propos de Mary. Nous avons une situation d'ailleurs similaire en Australie. Et oui, les enfants, aucun enfant ne devrait jamais faire l'objet d'exploitation et d'abus. Et les systèmes nationaux ne devraient jamais être la cause de cette exploitation et ça ne devrait jamais être une excuse pour l'exploitation et l'abus. Nous devons également reconnaître et gérer les moteurs de l'institutionnalisation et aussi combattre la traite de façon globale et vraiment surmonter la vulnérabilité des enfants. Nous avons, eh bien, dans différentes nations européennes, en Australie et dans d'autres nations, nous avons beaucoup de bonnes intentions, mais cela peut porter atteinte aux enfants qui sont placés dans les institutions. Mon introduction va porter sur la traite au Cambodge et nous sommes horrifiés en tant que membres du Parlement. C'était en 2017 et il y avait des enfants qui ont voyagé au Cambodge pour des programmes et en fait, il y a eu donc une situation de traite et 90% des enfants placés dans des orphelinats avaient en fait des parents ou un père ou mère biologique et nous avons vu que les orphelinats exploitaient ces enfants pour tirer un profit économique et les enfants n'étaient qu'une marchandise pour faire des opportunités, en fait, pour tirer un bénéfice économique ou pour rendre ces enfants victimes de crimes ou de délinquance. Et en fait, ces orphelinats sont presque devenus une attraction touristique au Cambodge pour des volontaires. Personne ne voulait croire que les bonnes intentions avaient été exploitées. Et en fait, on payait pour l'exploitation de ces enfants, on maintenait ce système en route et on payait pour la traite de ces enfants. Alors, tout ceci a fait l'objet d'enquêtes parlementaires en Australie et on a voulu comprendre à quel point l'institutionnalisation, le placement dans des institutions est négatif pour les enfants. Et si on sait que cela est mauvais pour nos enfants en Australie, eh bien, pourquoi on se déplace outre-mer pour soutenir ce type de système dans d'autres pays? Alors, en Australie, nous avons rejoint les efforts d'organisations diverses pour tenter de comprendre et pour lancer un mouvement global justement pour combattre et pour sensibiliser par rapport à ce problème de l'exploitation de ces enfants. Et en fait, il y a un système de financement donc de ces orphelinats. C'est le tourisme des orphelinats. Et en fait, après avoir suivi les indications du Royaume-Uni, l'Australie a lancé un comité des affaires étrangères pour faire des enquêtes sous la loi aussi de l'esclavage en Australie et j'ai fait partie de ce système d'enquête, de cette investigation et nous avons enquêté par rapport au trafic de ces enfants et au tourisme des orphelinats et les résultats de nos recherches et de nos enquêtes ont été incroyables. Nous avons vu donc que ce tourisme d'orphelinat était une forme d'esclavage et nous avons également découvert que l'Australie devait intervenir et prendre un rôle actif pour arrêter ce type de mouvement et il fallait être beaucoup plus prudent au moment de faire des dons économiques et de financer. Il fallait mettre en place un système de due diligence pour si les enfants ne sont pas bons pour nos orphelinats, ils ne sont pas bons non plus pour d'autres institutions. Et
Il faut également s'assurer de la crédibilité des ONG et bien connaître les besoins de ces enfants. Alors, nous avons réformé la loi de l'esclavage moderne et nous avons augmenté la transparence par rapport aux opérations de toutes les parties prenantes. Et bien sûr, mais c'est aussi, tout ceci est par rapport aux actions des entreprises et on inclut donc notre lutte contre l'exploitation. Il y a tellement de choses à faire et aujourd'hui, le gouvernement australien est en train de faire beaucoup plus afin de cibler ce tourisme des orphelinats et de voir les causes de tout cela. Alors voilà, les organisations de bénévoles en Australie sont maintenant des organisations sans but lucratif et elles ont classé le type d'accueil résidentiel ou par exemple la prise en charge dans des orphelinats comme des activités de risque. Et maintenant, il y a toute une série de critères qu'il faut remplir pour protéger les enfants et aussi sous les lois du pays d'accueil. Alors, les églises, par exemple, ne peuvent plus fournir de fonds ou de bénévoles dans des institutions qui ne soient pas enregistrées. Nous avons mis en place des initiatives de volontariat, de bénévolat pour arrêter ces activités. Alors, pour terminer, je dirais que l'esclavage et l'exploitation ne connaissent pas de frontières et on exploite aussi la naïveté et les bonnes intentions de beaucoup de personnes. Alors, cette nouvelle loi sur l'esclavage moderne a été très vaste parce que, et voilà, et on ne peut pas agir sur ce point-là tout seul. Pour conclure, le défi, c'est que nous devons réunir des millions et des millions d'enfants avec leurs familles si on peut les trouver. Et il faut éviter que les enfants ne soient séparés de leur famille et placés ailleurs et qu'ils ne fassent l'objet d'exploitation. Et les personnes qui souhaitent donner, être bénévoles, il faut qu'elles le fassent de façon responsable afin de maintenir les enfants auprès de leur famille et de leur communauté. Parce que nous avons causé ce type de mouvement et nous avons une responsabilité maintenant auprès de ces pays et auprès des institutions aussi pour protéger ces enfants et pour arrêter ce type de trafic. Je vous remercie de l'opportunité de me donner la parole pour parler de cela aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Linda Reynolds, de nous avoir parlé de cet esclavage moderne, de trafic d'enfants. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Donc, sur la présentation de Mathéus en portugais, je voudrais vous laisser savoir que nous avons négocié pour avoir un interprète, mais il y a eu des problèmes de connexion Internet et nous n'avons pas pu partager cette présentation en anglais, mais je voudrais vous assurer que sa présentation va atteindre le comité puisque maintenant notre séance est enregistrée et donc cette présentation sera traduite, interprétée. Et maintenant, nous allons passer à notre dernière oratrice. Et donc, il faut que l'on fasse attention au temps pour avoir assez de temps de questions-réponses. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Jo Rogers, qui est directrice du développement stratégique du partenariat pour chaque enfant, P4EC, en Russie, et aussi consultante associée pour Oxford Policy Management. Vous avez la parole. C'est un plaisir pour moi. Alors, merci beaucoup. Je dois dire que c'est difficile maintenant de parler après autant d'oratrices et d'orateurs intéressants, aujourd'hui et hier d'ailleurs. Et très brièvement, je prends compte le temps qui nous est imparti. Je voudrais toucher sur quelques problématiques qui peuvent être peut-être utiles pour notre discussion, pour nos réflexions sur les solutions. Alors, j'ai été impressionnée
par la présentation de Karine et Mary. Elles ont donné beaucoup de données. Elles ont pu parler de manière très claire sur toute une série de nombres, donc des pourcentages d'enfants qui sont dans les systèmes de prise en charge, et notamment pour ce qu'a dit Mary sur ce qui arrive aux enfants qui ont été placés et quels sont les résultats. Et selon mon expérience dans vraiment beaucoup de pays dans le monde entier, sur les réformes de systèmes de protection pour développer des services pour les enfants et les familles, c'est une des plus grandes faiblesses à laquelle nous sommes confrontés. Nous n'avons pas assez de données, par exemple, comparé au système d'éducation et de santé qui, en général, font un suivi, notamment dans le système sanitaire, de toutes les personnes dans toute leur vie pour essayer de vraiment comprendre profondément quelles sont les racines des problèmes de santé. Et dans notre cas, pour le travail social, pour la pauvreté des familles, pour travailler avec les enfants qui vivent avec un handicap, on sait peu de choses. En général, on arrête de faire le suivi lorsque les enfants quittent nos services. On ne sait pas ce qui se passe pour ces enfants, même 6 mois plus tard. Si on a la chance d'avoir des moyens, on sait peut-être ce qui va se produire au bout de 3 ans, mais on ne sait pas assez, on ne sait pas quels sont les résultats de nos interventions. Donc, moi, je mettrais l'accent là-dessus. C'est vraiment très important que dans le monde entier, dans vraiment toutes les circonstances, les contextes nationaux différents, il y a ce besoin d'investir dans la compréhension de ce qui fonctionne, la compréhension des résultats. Nous avons souvent les meilleures intentions d'aider les enfants dans leur famille, par exemple, mais on sait très peu de choses sur ce qui se passe, ce qui se produit pour ces enfants lorsqu'ils ont 20, 25 ans, 30 ans. Et hier, une des questions qui est survenue dans le groupe de travail où j'étais, c'était on ne peut pas laisser les enfants dans ces familles où il y a des parents aussi mauvais. Et dans ce cas-là, ils doivent être retirés, disaient des personnes, mais je crois que nous savons qu'il y a des méthodes efficaces, des approches thérapeutiques et toutes sortes de différentes techniques qui ont été développées au fil des années pour travailler avec les familles pour que les enfants vivent en sécurité. Et c'est une question de est-ce qu'on a vraiment investi dans ces moyens-là? Là aussi, c'est quelque chose qui s'applique dans tous les pays, dans toutes les circonstances. Jusqu'à quel point est-ce qu'on a vraiment la volonté politique d'investir dans les moyens, dans les approches que nous savons qui sont effectives. Est-ce qu'on sait vraiment qu'elles sont effectives, lesquelles sont effectives? Et donc, c'est là encore, une fois, je reviens sur ce que l'on doit faire, c'est-à-dire comprendre ce qui fonctionne. Autre commentaire, bref, c'est que dans les systèmes de remplacement, en tout cas de protection de remplacement, s'il y a un meilleure option, eh bien, elle sera utilisée, que ce soit dans une famille, un placement dans une famille ou dans une institution, une résidence. Il n'y a aucun système dans le monde qui voudrait payer pour un lit vide qui ne soit pas utilisé. Donc, il faut que l'on soit bien meilleur pour vraiment avoir des évaluations sur le terrain du bas vers le haut, de la famille, de la communauté vers les autorités pour avoir les bons soutiens pour les familles. Vraiment, je parle au sens large, que ce soit pour les enfants avec handicap qui ont besoin d'un certain soutien, pour les familles, ou que ce soit des familles qui luttent contre la pauvreté ou contre des maladies mentales, quelles que soient les clés, il faut comprendre le niveau d'investissement dont on a besoin pour fournir de l'appui aux familles pour qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Et ensuite, il faut voir quel est le niveau minimum adéquat de solutions de remplacement, que ce soit dans des familles ou autres. Sinon, il y a ce danger d'avoir ce lit vide que l'on veut remplir. Et donc, je vois qu'on manque certainement de temps, donc je vais m'arrêter. Et voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée d'avoir ce petit retard avec ce manque de traduction. Alors, nous allons donc commencer notre moment questions-réponses. Il y a déjà 17 questions dans le chat. Et donc, j'ai écrit un résumé des questions. Est-ce que vous avez accès au chat? Est-ce que je lis les questions? Alors là, nous avons essayé de les résumer, ces questions. Et la première question, c'est que les enfants des parents en détention font face à différentes limitations. Les situations sont plus complexes car il y a des contacts limités avec les membres de la famille. Comment est-ce que les besoins des enfants dans des solutions de remplacement dont les parents sont en prison donc peuvent être mieux reconnus, ces besoins? Et ensuite, on voit que les besoins des enfants ne peuvent pas être comblés dans les résidences ou les institutions et que c'est au détriment des enfants. Donc ça, c'est un commentaire important pour nous. Je vais inviter tous les panélistes à y penser. Et hier, nous avons aussi dit que nous avons débattu sur ce sujet aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui donnent des arguments pour les petites institutions plutôt que de parler des obligations des États de soutenir la famille? Et quelles sont vos recommandations pour les familles d'accueil pour les enfants avec des handicaps sérieux? Et comment on peut transformer ces institutions de petite taille pour devenir des prises en charge orientées communautaires? Voilà, quelles sont les questions profondes pour notre séance questions-réponses? J'aimerais que les panélistes y répondent, ouvrent leur caméra et j'aimerais aussi inviter ma co-animatrice Teresia animer avec moi pour participer à cette séance de questions-réponses. Donc, vous avez la parole. Qui veut commencer à répondre sur ces défis? Teresia, you want to say something? Teresia, voulez-vous prendre la parole? Non. Alors, nous avons Madame Caillès qui voudrait parler, n'est-ce pas? Oui, je serais heureuse de parler sur la question sur la prise en charge résidentielle, notamment pour les enfants avec handicap. Ce n'est pas une situation qui ressemble à une situation familiale. Pour les enfants avec handicap et pour les enfants en général, il a été reconnu de nombreuses fois que l'unité familiale est le meilleur environnement pour que les enfants puissent se développer et que cela doit être soutenu, appuyé pour les enfants, quelles que soient les problématiques, les enjeux d'identité. Et donc, on suppose que pour les enfants avec handicap, on fait des hypothèses, en tout cas, qui sont basées sur des concepts comme quoi les handicaps ont besoin d'un système de prise en charge spécialisé, alors que les preuves sont là pour dire que s'il y a le bon soutien, eh bien, les familles sont soutenues et les enfants vivant avec un handicap peuvent être soutenus pour vivre dans leur propre maison familiale. Sinon, la prise en charge externe peut exacerber les impacts du handicap et compliquer en fait les soutiens nécessaires.
Donc, ce qui pourrait être aidé dans un environnement familial, eh bien, est beaucoup plus compliqué, exacerbé dans un autre contexte collectif, que ce soit avec un petit nombre d'enfants ou pas, mais en fait, cela peut accumuler les problèmes. On peut donc accumuler les traumatismes vécus et les traumatismes dont nos jeunes ont parlé au début de cet atelier d'ailleurs. C'est ce genre de traumatisme et d'expériences qui doivent être évités. Sinon, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on accumule pour ces enfants avec un handicap, on leur donne un autre obstacle et ça devient vraiment, c'est de la responsabilité de l'État d'avoir infligé cet autre obstacle. Toutes les études démontrent que ça peut être fait. Ce n'est pas simple, mais il faut le faire. Merci. Merci, Madame Kayes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Désolée, ma connexion n'est pas très stable. C'est pour cela. Merci, Madame Kayes. Oui, allez-y, Madame Rogers. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Il y a des exemples dans différents pays sur comment les institutions résidentielles qui ont en général cette approche très médicalisée pour les enfants avec handicap, avec cette idée que les enfants vivant avec handicap ont des besoins médicaux qui ne peuvent être fournis que dans cet environnement-là. Il y a d'autres exemples de, euh, de vraiment atteindre les parents et aider les parents, accompagner les parents à fournir les besoins pour leurs enfants. Donc, cela a permis d'ailleurs aux enfants de revenir dans leur famille avec le soutien des services sociaux locaux, mais peut-être s'il y a aussi besoin d'un soutien supplémentaire, être capable d'avoir accès à ce soutien tout en vivant dans leur famille. Et donc, cela répond à la question comment on développe les familles d'accueil, les prises en charge en famille d'accueil pour les enfants en handicap. Eh bien, on leur donne le soutien qu'ils auraient aussi s'ils étaient dans leur propre famille. Ce n'est pas différent. Cette perception persistante est là, comme quoi le handicap équivaut à des problématiques, des enjeux de santé, des enjeux médicaux, essayer de faire des changements. Mais lorsque on parle d'enfants, ils ont besoin d'être dans leur famille et ces familles ont besoin de soutien. On a entendu parler d'Emmanuel hier, le frère d'Amaya qui vit à la maison et qui reçoit différents appuis, accompagnements qu'elle a décrits. En fonction des circonstances, ces soutiens sont différents, mais on peut toujours le faire. Il y a différents moyens de soutenir les familles dans n'importe quel contexte. Est-ce que Oui, merci, Madame Rogers. Oui, allez-y, Madame Reynolds, Madame la ministre. Oui, allez-y. Merci. Je voudrais vraiment dire à combien je suis d'accord avec les oratrices précédentes. Moi, j'ai eu la responsabilité ici en Australie de ce dispositif national sur le handicap. Ce n'est pas un dispositif de soins de santé, mais c'est pour fournir tout un mécanisme de soutien supplémentaire aux personnes qui vivent avec un handicap depuis leur naissance, sur toute leur vie, pour qu'ils puissent vivre dans leur famille, devenir indépendants, assister les familles. Donc, vraiment fournir l'accompagnement dont Madame Rogers parlait auparavant pour que les enfants restent dans leur unité familiale autant que possible. Donc, notre dispositif n'est pas parfait en aucun cas, mais on peut dire que cela reconnaît que toute personne avec un handicap doit pouvoir réaliser ses propres aspirations, tout comme toute autre personne dans la communauté. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais aussi
dire que nous avons aussi entendu parler de la Suède avec certains groupes d'enfants comme les adolescents, où il y a d'autres systèmes d'accompagnement pour ces enfants, par exemple s'ils ont des problèmes de comportement ou s'ils ont des problèmes d'usage de drogue, on peut leur fournir des prises en charge aussi de manière plus appropriée dans des petits groupes, dans des petites maisons. Désolée, nous avons un problème de connexion avec la modératrice. Ça a été coupé. Je donne la parole aux panélistes et l'icône question-réponse est aussi disponible si vous avez besoin. Et donc, sentez-vous libre d'intervenir. Karine, vous voulez intervenir? Je suis désolée, je ne pouvais presque pas vous entendre, mais à cause de la connexion, je pense. Alors, je vais essayer de répondre à certaines des questions dans le question-réponse. J'ai essayé de répondre donc par écrit. Voilà. Yes, yes, yeah. It is quite we have a quite bad internet connection today. So, Oui, mauvaise connexion Internet. Alors, nous avons encore 5 minutes pour la séance questions-réponses. Qui désire intervenir et ensuite, nous aurons un autre petit exercice avec ce questionnaire de Dimitar. Qu'en est-il de nos jeunes collègues et peut-être qui donc, sont des jeunes qui sortent de situations de placement? Est-ce qu'ils veulent intervenir? Non? Personne ne veut intervenir. Thérésia, peut-être? Yes, I yes, can. yes, Teresia, go. Allez-y, Thérésia. Thank you. For those Merci. who were not there when I was introducing Pour ceux myself, qui n'étaient pas my name là is lorsque je me suis présentée, je m'appelle Teresia, je suis du Kenya working with Swahili Foundation. et je travaille avec la Fondation Sahili. I've been involved in the DGB 2021. Et donc, j'étais impliquée aussi, donc je suis impliquée dans l'équipe consultative de jeunes. I best understand the challenges the caregivers Et je comprends les défis de la prise en charge à cause de tous ces jeunes que je connais qui ont quitté le système de protection et qui surmontent beaucoup de défis. Je pense que c'est une bonne plateforme, celle que nous avons pour pouvoir écouter les expériences. C'est une grande opportunité de vous avoir aussi ici pour pouvoir voir et écouter ce qui se passe et voir que tout le monde a le désir, la passion de faire avancer les choses. Je voudrais partager un peu mon expérience. En 2 minutes, je vais essayer de résumer. Oui, très bien. Alors, j'ai grandi dans le système de protection depuis que je suis très jeune et cela représente beaucoup de défis. J'ai toujours eu le sentiment d'être dans un choc de perte identitaire. Ça a été pas facile, ça n'a pas été facile de sortir de système de prise en charge. Être dans ce système nous empêche de connaître plein de choses.
Et après, à 18 ans, on vous demande de vivre votre vie seule. Nous, les jeunes qui sortons de ce système, nous n'avons pas encore bien compris ce qui se passe après. On manque beaucoup de soutien. Beaucoup d'entre nous ont tendance à tomber dans des pièges. Je voudrais aussi vraiment demander à tous ceux qui font des plateformes pour euh, les enfants qui ont vécu dans le système de protection, qu'ils pensent à ceux qui sortent des placements pour qu'ils participent à tous les processus de gestion des prises en charge, de réforme de ces systèmes et voir où est-ce que ces enfants vont aller une fois qu'ils quittent le système. Nous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir cette opportunité ici de faire entendre notre voix, nos expériences partagées et d'avoir appris vraiment de vous, du monde entier. Merci. Merci. Merci beaucoup, Theresia. Je vais donc résumer brièvement les interventions excellentes que nous avons eues pendant ce groupe de travail. Nous avons entendu parler de beaucoup d'enfants qui ont passé leur enfance sans connaître leur famille et voir que beaucoup de familles peuvent voir les États comme une menace, car la première chose que font certains États, c'est d'enlever les enfants, pas de soutenir les familles. Donc, pour toute transformation du système, elle doit bien sûr suivre l'approche des droits humains. Elle doit toujours être basée sur un système bien développé de services sociaux, de soutien à la famille et éviter l'institutionnalisation. Aussi, il faudrait que le système soutienne surtout l'enfant et que l'on fasse le suivi de l'enfant. Nous avons également entendu parler de ce besoin désespéré d'avoir des données précises, d'apprendre davantage par rapport aux causes qui mènent à cette prise en charge et les causes qui mènent les enfants à abandonner le système. Maintenant, donc j'ai tenté de résumer en 1 minute et maintenant nous allons tenter de vous lancer une enquête Mentimeter et voilà, nous vous invitons à répondre à 2 questions. Suivez le lien que vous trouverez sur le chat et voilà, suivez le lien pour suivre l'enquête. La première question, c'est qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui vous a fait penser différemment par rapport à cette session? La deuxième question, c'est y a-t-il d'autres considérations que vous souhaiteriez voir prises en compte par le comité? Eh bien, je vais me centrer sur cette première question. Il faudrait se centrer d'abord sur cette première question avant de passer à la deuxième. Alors, qu'avez-vous tiré ou qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous avez pensé différemment après avoir participé à la session? We got a variety of answers to the questions. On a une diversité de réponses. Alors,
Qu'est-ce que vous avez appris ou que pensez-vous différemment? Eh bien, le sens du plaidoyer auprès des parents pour aider à maintenir les familles ensemble, d'après le modèle du Canada, et puis arrêter le bénévolat des familles afin d'arrêter cette exploitation des enfants. Et puis, personne ne veut payer pour quelque chose de vide. Et on a besoin de bonnes pratiques, de les apprendre et de les partager. L'ignorance ne devrait jamais être, ne peut jamais être une excuse pour l'exploitation des enfants. Et puis la définition, on a besoin d'une définition des droits de l'enfant plus basée sur les relations. Et puis le rôle du plaidoyer pour une meilleure allocation des ressources. L'implication de toutes les parties pour transformer le système de prise en charge et les données sont cruciales. Le suivi par petits groupes est problématique et oui, tout cela est bien défini dans les lignes directrices des Nations Unies et nous avons besoin de couvrir les différents besoins des enfants, la diversité de besoins. Alors, passons à la deuxième question. Quelles seraient les considérations additionnelles pour le comité à prendre en compte? Veuillez répondre. Yeah. How to concretely make data collection and monitoring. Alors, comment faire que le système de suivi et de rassemblement de données fonctionne et comment intégrer les parents qui voient les enfants placés dans des institutions et prendre en considération les différentes cultures et les contextes, renforcer les changements politiques avec le gouvernement. Le comité doit considérer comment s'assurer que les enfants qui sont placés dans des institutions ne sont pas des attractions touristiques. Oui, en effet. Et puis le besoin d'un accompagnement des enfants qui sont séparés et les placer en dehors de ce système de facto de l'État. Les identités des enfants qui sont concernés par le placement en institution. On n'a pas trop parlé des enfants, du soutien aux enfants, de leur passé, ce qui est important pour pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, un souci d'identité. Et puis, la famille étendue, les enfants, les amis de l'enfant qui devraient être impliqués. Comment aider à définir les soins de qualité pour s'adresser aux besoins des enfants de façon individuelle. Oui, c'est vrai, la qualité de la prise en charge, c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite davantage d'attention. Et puis, améliorer le plaidoyer. Nous avons besoin de directions claires. Et oui, ils ont un rôle à jouer. Hier, on a entendu parler de la présentation de la Syrie du Nord et de Guinée en Afrique. Comment les petits foyers de petits groupes fournissent de bons soins, une belle prise en charge pour les enfants. Et puis, le plaidoyer qui est vital pour les familles, pour améliorer la protection des enfants. Davantage de focus et de pression et de sensibilisation auprès des gouvernements. Toutes ces voix doivent être entendues. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'était excellent. Moi, je vous remercie et j'espère que ces petites interruptions que nous avons eues n'ont pas trop porté atteinte au groupe du travail. Au travail de groupe, excusez-moi, et je tiens à remercier les interventions des jeunes
collègues. Et puis, il y aura maintenant une pause et je vous encourage à suivre par le lien du chat la séance suivante. Merci beaucoup de votre participation et profitez bien de la pause. Shall I leave? Yes. Yes, 1 minute.